c'est un coup de tonnerre, hein, effectivement. Non seulement parce que c'est le numéro 1 du bureau politique du Hamas, et puis aussi le lieu où l'élimination s'est produite, c'est-à-dire Téhéran, en plein cœur de l'Iran, à Téhéran, alors même qu'il y a justement l'intronisation du nouveau président Pezeshkian. Donc c'est effectivement très lourd en termes de signifiant politique. Et c'est ce qui explique la multiplication des déclarations, le plus souvent inquiètes, non sans raison. Qu'est-ce qu'il représentait exactement, Ismaël Haniyeh, jusqu'ici? Ismaël Haniyeh, c'est une figure historique du Hamas. Il est lié c'est une figure historique parce qu'il est lié au fondateur, Ahmed Yassin, qui avait été éliminé d'ailleurs par Israël. À partir de 2017, il devient donc il était l'assistant en fait particulier d'Ahmed Yassin en 1987, et en 2017, il devient le chef du bureau politique à l'étranger, c'est-à-dire et il réside à Doha, au Qatar. Il faut rappeler que le siège initial, c'était pas Doha, hein, c'était Damas. Mais qu'il y a eu des tensions, évidemment, au moment de la guerre civile en Syrie, parce que le Hamas s'est senti tenu de soutenir en fait l'insurrection sunnite contre le régime de Bachar el-Assad, au grand dam d'ailleurs de Téhéran. Ça explique que la position du Hamas dans ce qu'on appelle la Mukawama, l'arc de la dite résistance à Israël, est un cas très particulier, parce qu'il est d'obédience sunnite, alors que tous les autres sont d'obédience chiite, très, très pro-iranien. Mais il demeure qu'effectivement, la lutte contre Israël justifiait son intégration à cet arc de la dite résistance, et qu'à ce titre, à l'extérieur, il était l'incarnation, on va dire, diplomatique du Hamas en tant que numéro 1. La Syrie, justement, vous l'évoquiez, qui a réagi depuis ce matin, qui estime que la mort du chef du Hamas pourrait embraser toute la région, un sentiment partagé par beaucoup, par les Irakiens notamment. Ce risque, on l'évoque assez régulièrement depuis presque 10 mois maintenant, depuis les attaques du 7 octobre. Il n'a jamais été aussi concret, selon vous ? C'est-à-dire qu'il prend corps au fil des mois et au fil des semaines. On l'a vu avec ce qui s'est passé sur le Golan, qui impliquait une résolution annoncée, une réplique annoncée par Israël. Les Américains ont mis tout leur poids pour éviter que ça soit une déflagration, l'ouverture d'un nouveau front, notamment au Liban. Mais du point de vue d'Israël, il fallait marquer de manière significative. Il fallait faire ce qu'on appelle un signalement stratégique, y compris au tuteur de ces mouvements, en l'occurrence Téhéran. Et de ce point de vue-là, c'est effectivement un affront terrible pour Téhéran, ce qui explique les déclarations du guide suprême. Et assez symptomatiquement, le guide suprême considère que le devoir, c'est de venger et de punir l'entité sioniste, je cite, non pas tellement par rapport à la personne d'Ismaël Haniyeh, mais d'abord parce que l'assassinat a eu lieu sur le sol iranien. Et pour les Iraniens, c'est insupportable. Et donc là, c'est effectivement dangereux, parce que les Iraniens ne pourront pas ne pas répondre d'une manière ou d'une autre. Alors, on est dans une logique d'élimination ciblée pour l'instant. Il n'y a pas d'élargissement des théâtres, mais on voit bien qu'il y a une logique belligène rampante qui travaille en profondeur dans la région, et qui, effectivement, fait qu'on n'est pas à l'abri d'un mauvais calcul, comme ça a pu l'être d'ailleurs sur le Golan, probablement, susceptible de déboucher sur une déflagration plus large. Les mots du guide suprême Ali Khamenei, quand il dit « Je promets à Israël un châtiment sévère », c'est extrêmement fort, extrêmement virulent. Il faut s'attendre à quel genre de réponse ? Tous les acteurs pour l'instant font preuve d'une forme de rationalisation stratégique. Aucun des acteurs en présence ne souhaite une déflagration régionale globale, parce que tout le monde sait que ça serait catastrophique. D'où les pressions des uns et des autres, de l'Iran sur ses mandataires, des États-Unis sur Israël. Mais je parlais de mauvais calcul, c'est la crainte depuis le début d'un dérapage. Et le problème, c'est que dans une logique systémique, les acteurs ne contrôlent pas tous les paramètres. Ces paramètres peuvent leur échapper, même s'ils souhaitent qu'il y ait effectivement une logique pour contenir un élargissement. Et ça explique d'ailleurs le choix d'une élimination ciblée et pas d'une opération massive sur le Liban. Mais sur le fond, le danger effectivement d'un dérapage demeure.